Bonjour, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Joëlle Milquet. Bonjour, vice-première ministre et ministre de l'Intérieur, membre du CDH. On va commencer avec cette grande conférence que vous avez tenue hier à Bruxelles. C'était au Palais d'Egmont, en présence notamment de la reine Mathilde et de la ministre française Najat Vallaud-Belkacem. On a un problème avec la prostitution en Belgique. On la gère mieux ou moins bien qu'avant? D'abord, la prostitution est un problème elle-même et un problème pour les femmes, puisqu'on est en 2013 et qu'on se rend compte qu'on a encore des réseaux de trafiquants qui sont la plus grande criminalité organisée après les armes et la drogue. 32 milliards au niveau du monde, ça fait 21 millions de victimes au niveau aussi de la planète, et ça fait 3 milliards globalement au niveau de l'Europe. Et que vous avez encore maintenant, dans le réseau de la prostitution, en tout cas plus de 80% des femmes, de plus en plus jeunes, de plus en plus mineures souvent, qui viennent de la traite des êtres humains. Ça veut dire qu'on les achète et qu'on les vend. 8 prostituées sur 10 et qu'on les exploite. Et qu'on les exploite leur corps. Réseau. Elles sont victimes d'un réseau et que le reste est victime d'un proxénète. Même si c'est ce qu'on peut appeler de la main-d'œuvre nationale, il y a dans quasiment la toute grande majorité des cas un proxénète derrière. Et que le pseudo-mythe de la femme qui veut faire ça toute seule, comme une grande, de manière indépendante, sans qu'un homme ne l'utilise, ce sont des cas rarissimes qui sont autour de 1 ou 2%. Et c'est ça qui ne va pas, et c'est ça qui est un problème. Et ce qui est un problème, c'est que la prostitution a toujours créé un grand malaise au niveau politique et que nous avons, par exemple en Belgique, un arsenal très strict. Il est interdit d'exploiter la prostitution d'autrui, d'exploiter une maison de prostitution, de louer des bureaux ou appartements pour de la prostitution. Il est interdit de faire de la publicité pour la prostitution. Et qu'est-ce que vous voyez dans les faits ? C'est qu'en fait, les règles ne sont absolument pas respectées. Pourtant, c'est dans le code pénal qu'il y a de la publicité. Vous ouvrez les journaux, vous avez de la publicité partout pour des sites, vraiment de la pornographie. Et vous avez de plus en plus des pratiques qui font comme si dans ce pays, on l'avait légalisé. Donc, c'est quoi? Ça veut dire qu'on doit pas forcément changer notre législation, mais durcir la manière dont on l'applique? Vous faire référence à la publicité. Il suffit d'ouvrir un journal gratuit, on trouve plein de publicités pour des saunas ou des salons de massage qui sont la prostitution déguisée. Et on connaît des endroits à Bruxelles, mais aussi, on pourra peut-être parler des Eros Center qui existent à Anvers, des endroits où on peut trouver de la prostitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été trop tolérant et qu'on a fermé les yeux? C'est que, il faudrait d'abord qu'on applique les règles que l'on a votées au Parlement et qui sont dans nos codes. Mais qui n'interdisent pas la prostitution? Si, qui interdisent l'exploitation et la prostitution, donc qui n'interdit pas à une femme. On ne veut pas viser les femmes. Donc c'était ça justement ce qu'on a voulu réaffirmer hier, la Convention de New York que nous avons signée, comme la France, comme 18 pays européens. Qui date de 65 ans. Justement, ne voulait pas cibler les femmes, parce qu'elles sont des victimes, on doit les protéger. Mais elles veulent cibler avant tout les trafiquants, pour dire qu'on ne peut pas tolérer que le corps de la femme soit marchandé comme une simple matière première. Et dès lors, cette prostitution et cette exploitation de la prostitution par autrui est interdite. Et l'exploiter dans des maisons, c'est interdit. Et donc, la première chose à faire, c'est au moins faire respecter ces règles. Et dès lors, ça demande que nous puissions avoir au moins un nouveau consensus politique et des services de sécurité entre la police, la justice, les autorités communales, pour que nous ayons et que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Si nous considérons tous que c'est un fléau. Mais jusqu'à présent, en fait, c'est un sujet qui n'a plus du tout été au cœur des priorités politiques. On n'en parle pas, on laisse un flou artistique, et les pauvres communes et les pauvres bourgmestres, quelque part, se sentent assez démunis. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, et on les comprend, pour diminuer les nuisances. Donc ils disent, moi j'ai du racolage dans les rues, c'est vrai que ce serait en fait mieux que je mette tout ça derrière une maison un peu propre, les voisins se plaindraient de moi, j'aurais moins de problèmes de sécurité. On comprend. Mais on n'aura pas du tout réglé la problématique de la traite quand on aura fait comme si on avait légalisé et mis la prostitution dans des belles maisons bien propres. Parce que derrière cela, et on l'a vu en Allemagne et dans les pays qui ont légalisé, vous voyez qu'il y a une explosion du trafic. Et que là où on croit qu'on a réglé un problème peut-être de nuisance extérieure, on n'a absolument pas réglé le problème de la traite de la femme et de la marchandisation du corps de la femme qui se trouve alors derrière les maisons qu'on veut organiser. Mais et c'est ça qu'il faut faire par une table ronde. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 23 000 prostituées en Belgique, ou femmes qui s'adonnent à la prostitution. On imagine bien que si on interdit la prostitution, cette activité, qui est une activité économique, ne va pas disparaître et qu'on risque de provoquer pire. C'est-à-dire que ces femmes risquent de se retrouver dans des circonstances économiquement encore plus dépendantes et en termes de sécurité encore plus compliquées. Ça, c'est justement l'argument que l'on peut entendre. D'abord, on a toujours tout fait pour sortir les femmes de la prostitution, s'occuper d'elles, et ce n'est pas elles qui sont visées.
Mais regardez, dans les pays qui ont légalisé, où on tient les mêmes discours que vous, où maintenant on fait du drive-in du sexe. Donc en Allemagne, vous arrivez, vous prenez votre voiture, vous rentrez dans un box, hop, la femme arrive dans la voiture, vous payez, vous repartez comme un hamburger. C'est ça l'image de la femme du XXIe siècle qu'on veut promouvoir. Des femmes qui ne sont pas là avec un libre choix, qui sont exploitées ou parce qu'elles en ont besoin économiquement. Enfin, c'est relativement indigne. Donc dans les pays qui ont légalisé, hier, les experts sont venus nous montrer que le trafic avait explosé. Et donc ce qu'il faut, et que par contre en Suède, où on interdit, où on pénalise le client. On a une vraie politique ferme, où on met les moyens au niveau de la justice, on met les moyens au niveau de la police, où il y a un grand consensus social, politique, local et national pour dire on ne veut pas de ça, vous avez plus de la moitié moins de trafic qu'ailleurs et vous avez une diminution massive du nombre de prostituées par rapport à une ville comme Amsterdam qui a explosé où on légalise. Et où d'ailleurs maintenant les autorités hollandaises se disent oh là là, on va par contre interdire de se prostituer en dessous de 21 ans. Donc ils commencent à revenir vers de la réglementation. Et donc dans le débat entre réglementer, encadrer, contrôler d'un côté ou abolir la prostitution en l'interdisant, votre choix est plutôt la seconde solution, abolissons et interdisons la prostitution. Alors, on a toujours, et c'est bien la nuance qui est faite, on n'est pas des prohibitionnistes. La femme qui, de manière totalement volontaire, indépendante, quand elle n'est pas exploitée, qu'elle n'a pas de proxénète, qu'elle ne vient pas de la traite, qui veut le faire, bon, je veux dire, ça ne rentre pas dans le champ de nos préoccupations. Nous, ce contre quoi on est, c'est ce qui touche plus de 96% ou 97% des femmes dans la prostitution, c'est celles qui sont exploitées par autrui, comme par hasard des hommes. Donc il y a d'abord une question d'exploitation de la femme par un homme, ce qui est inacceptable. 2, pour de l'argent, ce qui est inacceptable. 3, sans son consentement. Et elles viennent à 80% de la traite étrangère, les Roumaines, les Bulgares. Allez vous balader une après-midi, un soir à l'avenue Louise, vous verrez bien d'où viennent ces jeunes filles et l'âge qu'elles ont. Elles sont de plus en plus jeunes et certaines sont même des mineurs. Et c'est contre cela qu'on veut s'opposer. Et donc ça demande, par exemple, au niveau de Bruxelles, un nouveau consensus. Je crois qu'il faudra, et c'est ma proposition, que nous ayons une rencontre entre l'ensemble des autorités communales, avec le parquet, avec la police fédérale, locale et aussi les associations de femmes, et que l'on voit quelle est la politique au niveau de l'arrondissement bruxellois que l'on mène, pour ne pas qu'à la limite vous ayez un bourgmestre qui ferme un quartier et puis ça va dans un autre quartier. C'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui. Dans une commune, ça va dans une autre commune. Puisqu'on voit que ça se déplace, la prostitution, vers le bois de la Cambre. On doit avoir une seule vision, d'abord globale pour le pays, mais surtout aussi intégrée. Est-ce que vous allez convaincre les bourgmestres, vos partenaires de la majorité fédérale et le gouvernement bruxellois et les autorités judiciaires et les services de police d'atteindre cet objectif? Parce que les quartiers de prostitution aujourd'hui à Bruxelles, ils sont connus, on ferme les yeux. Voilà, vous dites on ferme les yeux, mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Et donc, je pense que ça demande qu'on puisse en débattre, donner des informations, avoir un débat avec l'ensemble des bourgmestres et les autorités locales. Vous êtes ministre de l'Intérieur, vous pourriez donner des injonctions à vos services. Je ne peux pas donner tout le temps des injonctions à la police locale, il faut d'abord le faire au consensus. Ça veut dire que c'est les bourgmestres qui ne prennent pas ça vraiment à bras-le-corps? Non, je pense que, d'ailleurs, je vais organiser des réunions pour en parler. Et puis qu'on voit les moyens qu'on se donne. Un bourgmestre peut fermer, en fait, une maison où se passe la prostitution. On ne le fait pas nécessairement. Je ne leur jette pas la pierre du tout. Il faut un moment qu'on ait une convergence de politique intégrée et qu'on en parle, et puis qu'on décide. Mais si on décide que partout, désormais à Bruxelles, on cherche les réseaux de prostitution, alors on y va. Franco, partout, dans les communes, et on ferme. Et on met la police. Et la police fédérale vient aider. Parce que derrière ça, ce sont des réseaux non seulement de trafiquants de femmes, mais qui de plus en plus sont des trafiquants de drogue et d'armes en même temps. Vous avez parfois des criminalités très croisées. Et donc, il faut redire, c'est une des grandes priorités du plan national de sécurité. Ça doit dès lors devenir une priorité dans nos zones et dans nos communes. Et on a les moyens policiers de le faire ? C'est une question de choix politique. Et si on veut faire des grandes opérations, on les fait. Et c'est ça qu'il faut organiser. Oui. À Anvers, et on réfléchit à la même chose à Serein, près de Liège, on a fait un Heroes Center. C'est-à-dire qu'on est parti exactement dans l'autre direction par rapport à celle que vous décrivez. C'est-à-dire qu'on essaye de concentrer et de réglementer dans un lieu précis. Ça, c'est pas une bonne idée ? Mais je pense qu'on essaye d'expliquer ça en disant il y a moins de nuisances, c'est plus propre, etc. Très bien. Et derrière les murs, on laisse la femme dans une indifférence complète, est utilisée par des hommes avec de l'argent. Vous savez qu'un proxénète gagne 110 000 € par an par femme. Vous voyez un peu l'argent qui peut circuler quand vous avez presque une écurie, comme ils le disent. À un moment, il faut se dire que ce n'est pas parce qu'on aura mis les choses derrière un mur de manière très clean qu'on aura résolu le problème. On aura tous été lâches, on aura tous été indifférents et on laissera des réseaux exploiter des femmes. Et c'est inadmissible sur le sol belge. Alors, c'est pas si facile à faire, je reconnais, mais ça demande en tout cas qu'on en reparle. Et donc la grande réunion, on en reparlera, ce sera quand ?
Ah, en tout cas pour Bruxelles et le reste, je vais le faire dans les semaines qui viennent. Alors, on va rester dans la police, si vous voulez bien. Lors de la mort d'un contrôleur de la STIB, on avait annoncé 250 policiers pour les polices locales en renfort et une centaine pour la police des transports au niveau régional bruxellois. Ils arrivent maintenant, c'est théoriquement cette semaine qu'ils rentrent en fonction. Est-ce que tout le monde sera en place d'ici le mois de décembre, vous confirmez ? Moi, en tout cas, je tiens toujours à respecter mes engagements. On avait dit, et c'est une énorme première pour Bruxelles et un énorme soulagement, qu'il y avait des problèmes de recrutement. Ils étaient en formation jusqu'à maintenant. Financer et recruter 250 policiers, il fallait les trouver, les recruter, les former, ça prend 12 mois. Maintenant, tout ça est fait. Les 250 sortent de leur formation. On est le 1er octobre, théoriquement, c'est maintenant qu'ils arrivent. Jusque fin décembre, vous en avez 234 qui arrivent et les 14 suivants vont arriver début janvier. Et donc, à partir de maintenant, ils seront physiquement dans les zones. Et ils viennent physiquement dans les zones pour être dans les transports en commun, en surface, STIB, bus, etc. Et par ailleurs, il y a 100 personnes, on le présentera jeudi, de la police fédérale que j'ai fait engager aussi, formés, etc., qui sortent aussi maintenant. Ils sont tous là en octobre. Et eux, c'est 100 là complémentaires. Donc ça fait 350 rien que sur Bruxelles, dans les transports en commun. Ils s'occupent des métros et des gares. Et on donnera les chiffres qui démontrent que nous avons vraiment une augmentation des arrestations, une diminution, en tout cas, des faits de violence largement dans les gares et les métros. Donc ça devrait améliorer la sécurité des Bruxellois. C'est quelque chose qui était fondamental pour moi et c'est vraiment une première depuis des années où on avait plutôt sous-investi. Ici, on a réinvesti dans la sécurité. Alors, on vient de voir dans le journal il y a quelques minutes des chiffres inquiétants sur la pauvreté des jeunes Bruxellois, les 18-24 ans, même s'il y a paradoxalement au même moment des chiffres plutôt encourageants sur le chômage qui sont publiés. Est-ce que le gouvernement bruxellois, la majorité actuelle, a bien travaillé et a vraiment pleinement la maîtrise du défi que représente l'explosion démographique et l'arrivée de très jeunes sur le marché du travail et qui quittent leurs parents et qui se retrouvent parfois dans la précarité? Écoutez, je pense qu'il y a une dynamique très, très forte et on la sent et on voit dans l'équipe bruxelloise et les dernières décisions qu'ils ont prises pour rencontrer le choc démographique, notamment avec les 6000 et quelques logements qu'ils vont encore ajouter au plan actuel. Mais par ailleurs, vous parlez des jeunes, c'est la priorité du CDH, la priorité de la ministre de l'Emploi, Céline Frémaux, puisque un de ses axes majeurs, c'est la garantie jeune. C'est de faire en sorte qu'à Bruxelles, dès qu'un jeune devient demandeur d'emploi, il ait un accompagnement personnalisé, le passage vers un job et un stage. Un stage dans les 6 mois. Oui. Dans les 6 mois, c'est fondamental. Et nous avons exactement la même logique au niveau fédéral, puisque moi j'ai déposé des propositions dans le plan de relance fédéral qu'on discute maintenant pour que nous puissions avoir une activation forte et des politiques de renforcement de la formation des jeunes. Et on atteint les objectifs qui ne sont pas qualifiés et qui puissent dès lors avoir une activation et donc de quasiment rien coûter, 200-300 € pour le commerçant, la petite PME, la personne de l'ORECA qui l'engagerait. C'est revenir vers les logiques de win-win et augmenter les activations avec des obligations de formation. Et ça, c'est vraiment s'occuper des jeunes qui est le cœur de notre priorité. Et on n'est pas en train de voir Bruxelles se paupériser? Alors Bruxelles, vous avez de avoir tout. des poches de cochartisation comme on a pu connaître à Paris. C'est la ville de tous les contrastes. Vous avez des Français qui arrivent avec énormément d'argent dans certains quartiers. Vous avez de la paupérisation. Ça montre qu'on doit continuer à investir dans une vision sociale de la ville qui à la fois a de l'ambition de devenir une grande métropole internationale qui double l'activité économique, mais en même temps qui gère de manière ferme son intégration, ses politiques sociales pour ces jeunes. Et les 0-25 ans, c'est la priorité du CDH. C'est pour ça qu'on organise vraiment tout notre programme autour de la formation, de ce qu'on leur offre dans la qualification, pour qu'ils s'en sortent, qu'ils puissent être intégrés et trouver des jobs de plus en plus qualifiés. Il nous reste 1 minute. Je vais vous demander ce que vous faites en mai 2014. Alors ça dépend si c'est la première partie du mois de mai ou la dernière partie. Moi j'attends surtout l'après-25 mai pour un peu souffler parce que je suppose que ce sera un peu dur avant. Et donc un peu avant, vous serez quoi? Candidate tête de liste aux élections législatives? Je suis évidemment candidate à Bruxelles, on le sait. On sait bien que je suis une ministre fédérale, que j'ai toujours été tête de liste au fédéral. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de suspense par rapport aux objectifs, mais chez nous, on le décide collectivement et ce sera présenté au mois de novembre. Et si certains imaginent que pour arbitrer le match entre Benoît Serex et Céline Frémaux, finalement mettre Joël Milquet tête de liste à la région, ce serait une bonne solution? Ils se trompent? Écoutez, je crois que toutes les têtes de file, et je suis la tête de file du CDH au niveau bruxellois, sont à la Chambre. Et de toute façon, nous, au CDH, on a une seule équipe. Donc on va faire une campagne avec
toutes les listes ensemble. C'est une seule équipe que je mènerai, on organise avec Benoît Sérex, avec Céline Frémaux, on a une équipe qui s'entend, on a des jeunes pousses dans les communes. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Mais si, on travaille de toute façon ensemble, donc je pense qu'il n'y a pas d'arbitrage à faire. Céline et Benoît travaillent de toute façon en duo, ils se présenteront de toute façon en duo, et je pense que vous serez tête de liste à la Chambre. De travailler en équipe. On vous dira tout ça quand on présentera au mois de novembre. Joël Milquet, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Prochain rendez-vous avec la rédaction, ce sera 18h, le journal qui sera présenté par Marine Hubert. Bon après-midi.